Bonjour à tous, BA du jour est un peu particulier car je reçois un invité en plateau. Avant de vous le présenter, je vous souffle que nous parlerons aujourd'hui du numérique et des télécoms. L'Afrique, par exemple, fait partie des continents précurseurs en matière de banque mobile, un modèle qui donne des raisons d'être optimiste parfois. Le continent n'est pas reconnu en tant que tel pour être avant-gardiste dans le domaine des nouvelles technologies et également de la télécommunication, mais il se démarque de plus en plus dans certains domaines tels que celui de la téléphonie mobile. Avec ses 660 millions d'utilisateurs réels de smartphones en 2020, l'Afrique s'immisce dans la danse du numérique. Mais malheureusement, les institutions publiques chargées des télécoms sur le continent sont presque un peu aux abois et ne suivent pas le mouvement. Alors, pour décortiquer le sujet aujourd'hui, je reçois notre expert maison en matière de télécom, Roland Liners. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Kylios. Vous êtes entrepreneur avec plus de 20 ans d'expérience, on peut le dire, dans le secteur des TIC. Roland Liners a déjà cofondé 3 entreprises technologiques en France, en Belgique et au Luxembourg. Vous avez également contribué au développement d'affaires, je dirais, de plusieurs startups américaines en Europe et avez conseillé en début de carrière des gouvernements et diverses entreprises dans leur stratégie de télécommunication. Et c'était bien dans le contexte de la libéralisation mise en place par l'Union européenne à l'époque. Roland Liners, vous avez déjà techniquement, on va dire ça comme ça, techniquement travaillé en Afrique subsaharienne. Et alors, j'aimerais bien vous demander quel regard portez-vous aujourd'hui sur le numérique dans cette région subsaharienne de l'Afrique? Bon, c'est une question à plusieurs couches. Alors, le premier élément qui est évidemment important, c'est l'infrastructure. Alors, dans l'infrastructure, il y a un élément très important que nous oublions souvent en Europe, qui est l'énergie. Pour travailler dans le numérique, il faut d'abord avoir un approvisionnement en énergie qui soit fiable, stable, etc. Ce que pour nous est une chose normale. On branche un ordinateur dans une prise, on actionne un interrupteur, ça fonctionne. En Afrique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il y a déjà une première réflexion à faire sur l'approvisionnement en énergie et les solutions qui ont été développées dans le monde, disons, occidental, avec nos grosses centrales, nos réseaux centralisés, etc. Ce n'est pas nécessairement des choses qui fonctionnent en Afrique. Donc il y a déjà une réflexion à avoir là-dessus. Et c'est déjà le premier problème, disons, en Afrique, c'est l'énergie. Aujourd'hui, numérisation, vous parlez numérisation, vous parlez tout de suite réseau. Aujourd'hui, nous sommes connectés en permanence à des réseaux. Donc, il y a l'aspect du réseau, à la fois le réseau que les utilisateurs utilisent, qui est essentiellement mobile en Afrique, mais aussi comment ces réseaux sont reliés à la communauté internationale. Et là, on parle de sujets comme les câbles sous-marins qui sont en train d'encercler l'Afrique comme les autres continents. Est-ce que c'est la même chose que les câbles, comment on dit? C'est des câbles en fibre optique, par mais exemple, qui passent par les océans et qui, après, Relient les souvent ont plusieurs points d'atterrissage ou amérissage dans un pays. Donc, il y a des cartes qui montrent très, très bien comment c'est fait. Donc ça, c'est des gros investissements qui se font et de plus en plus, l'Afrique est bien alimentée ou connectée au monde extérieur. Troisième point, c'est numérisation, mais c'est informatique. C'est des centres de données, c'est des serveurs, c'est des logiciels, c'est des ressources de calcul. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'oriente vers des ressources de calcul mutualisées qu'on appelle l'informatique en nuage. Et ça, c'est intéressant de regarder les cartes des grands fournisseurs de cette informatique. Prenons par exemple le leader du marché qui est la filiale de Amazon. Et quand on regarde les cartes où ils sont présents en Afrique, ils ont exactement 2 points. sur toute l'Afrique? Oui, 2 Entièrement? 2 poins en Afrique du Sud. Et à partir de ça, c'est des seuls points de présence pour quand même une infrastructure capitale. Vous prenez la même carte en Europe, mais il y a plein de points. Donc il y a un être tard par rapport à cette infrastructure. Donc il y a des acteurs évidemment locaux qui essayent de dynamiser le marché en installant des centres de données, mais à nouveau c'est des gros investissements, c'est assez intense en capital, et à nouveau tout ça ne fonctionne pas sans énergie, sans réseau. Donc ça, c'est un peu les problèmes d'infrastructure qui sont non négligeables. Quatrième point, une fois que vous avez tout ça en place, vous devez avoir des gens qui l'utilisent. Vous devez avoir des gens compétents. Donc on rentre dans tous les problèmes de formation,
de compétences, d'accès au savoir, etc., qui de plus en plus peut se faire en ligne. Mais d'un autre côté, une fois, disons, si vous êtes bon là-dedans, et que vous habitez, je ne sais pas, au Nigeria, vaut peut-être mieux émigrer aux États-Unis ou en Chine ou en Europe, parce que tout le monde recherche des compétences. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est accès à la formation et puis retenir les gens pour qu'ils travaillent aussi localement au développement du numérique. Et disons, le cinquième point, qui est peut-être le point le plus intéressant, c'est que l'Afrique doit après trouver les applications par lesquelles ils peuvent se démarquer. Dans l'introduction, vous avez parlé de la banque mobile, le service M-Pesa au Kenya, qui est un peu le projet phare en Afrique de la banque mobile. Oui, il faut en avoir plus. Par exemple, j'ai appris... C'est un service développé par des Kenyans, M-Pesa ? Ça a été lancé, je crois, en tout cas en Kenya, peut-être dans la gestation du projet. Je crois qu'il y a des Anglais qui ont été impliqués, mais c'est un projet qui est basé sur des observations qu'on a faites dans certains pays africains sur l'utilisation du mobile pour des transactions bancaires, par des gens qui n'avaient pas de banque, qui n'avaient pas accès à une banque. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de projets comme ça. Maintenant, il y a d'autres projets très intéressants. Je sais qu'il y a des opérateurs au Rwanda qui expérimentent avec des services des packages de médecine. C'est-à-dire, vous pouvez dire, tous les mois, j'investis 20 € ou 15 € dans mes soins médicaux. Et ces soins médicaux, cet accès à la médecine est proposé par un opérateur de télécommunications. Donc, comme aujourd'hui, vous achetez un forfait téléphonique en Europe, là, il y a des pays africains qui essayent d'expérimenter avec des forfaits médicaux. Quelque chose qui est aberrant pour nous, parce que nous, on est malade, on va chez le médecin, et si un mois, on va 10 fois au médecin, on va 10 fois chez le médecin, et le mois suivant, on va pas chez le médecin. Mais dans des pays où les familles ont des budgets restreints, oui. Mais l'idée du forfait médical est une idée intéressante à explorer, qui ouvre d'autres possibilités. Donc il y a des idées originales en Afrique qui peuvent être exploitées. La sous-traitance, je veux dire, l'Afrique par rapport à l'Europe a un grand avantage, c'est qu'on est dans la même zone horaire et il y a des grandes communautés linguistiques communes. C'est-à-dire tout ce qui est sous-traitance de services qui aujourd'hui partent peut-être en Inde ou dans d'autres pays. Où ils ne parlent pas la même langue, peut-être. Oui, et on est en décalage horaire de 4 à 6 heures. Mais pourquoi ces services-là ne pourraient pas être transférés en Afrique? Ça existe déjà, il y a beaucoup de centres d'appel, par exemple, qui se trouvent dans le Maghreb. L'île Maurice se démarque sur certains créneaux bien particuliers. Donc tout ça, c'est des industries que l'Afrique pourrait en effet développer, mais comme vous l'avez dit en introduction, ils ne sont pas nécessairement en avance actuellement sur le reste du monde. Écoutez, on pense quand même qu'il y a 75%, donc pour dire 75% des Africains qui sont connectés à Internet via leur téléphone mobile d'ailleurs. On est en studio, mais vous continuez toujours à recevoir des messages, voilà. Roland. Et pourtant, le secteur mobile, en tout cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, on va dire, en Afrique francophone, est géré quasiment par Maroc Télécom. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On n'est pas en train de dire que le Maroc, qui est tout à fait un pays africain, de toute façon, ne peut pas étendre ses tentacules et allez, on va dire, va chercher du marché dans les pays africains, parce que mine de rien, on a l'impression de dire que la meilleure croissance économique peut se faire dans cette région. Et d'ailleurs, 6 des 10 économies les plus florissantes du monde se trouvent dans cette région subsaharienne. Mais comment se fait-il que le Maroc, à lui tout seul, détient presque, on va dire, plus de 50% dans la plupart des entreprises à actionnariat dans le numérique? Bon, je vais prendre un peu la question un peu en amont. En comparaison un peu ce qui est arrivé en Europe et en Afrique quand le mobile a débarqué. Donc le mobile, quand il a débarqué en Europe, presque en même temps que la libéralisation, tous les pays avaient une administration ou un opérateur historique qui, avec tous ses défauts, était quand même une entreprise ou une administration qui fournissait un service qui était établi, avec une infrastructure qui était bonne.
Et donc, quand ils ont été confrontés au mobile et à la concurrence, ils ont quand même plus ou moins bien résisté à ce choc, ce qui fait aujourd'hui que dans tous les pays européens, on est toujours le successeur de l'opérateur historique ou de l'administration publique. Que ce soit, on prend en Belgique, on a Proximus, en France on a Orange, aux Pays-Bas on a KPN, au Luxembourg on a Post Luxembourg. Donc toutes ces entreprises ont survécu et sont souvent encore les acteurs dominants qui ont la plus grande part de marché. Maintenant, si on regarde en Afrique, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le mobile est arrivé, il est arrivé, je ne vais pas dire en terrain vierge, mais l'infrastructure était là et les acteurs publics qui les exploitaient étaient extrêmement fragiles. Et donc, une grande partie, ou une certaine partie de ces acteurs n'a pas survécu ce choc. D'autres acteurs, par contre, non seulement ont bien survécu, mais ont vu l'opportunité, par une stratégie d'entreprise, peut-être avec un État un peu plus clairvoyant, ont réussi à s'étendre. Et Maroc Télécom est un très très bon exemple qui aujourd'hui est dans une dizaine de pays. Une dizaine de pays, oui. Voilà. L'autre grand acteur africain est évidemment MTN, les Sud-Africains qui aussi sont dans une quinzaine de pays et qui sont le plus grand opérateur en Afrique, notamment grâce à leur présence au Nigeria. Mais vous avez d'autres acteurs. Vous avez Orange, le groupe Orange, qui est extrêmement Sénégal, présent. Par exemple, aussi, un peu, Pardon ? Orange qui est un peu au Sénégal, non ? Orange est dans une quinzaine de pays. De pays, hein. Donc c'est un grand acteur dans l'Afrique, évidemment plus fort dans l'Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Hein. D'ailleurs, Maroc Télécom aussi, quand vous regardez le footprint, c'est quand même essentiellement des pays francophones. Puis vous avez d'autres acteurs comme Airtel Afrique, qui est une filiale d'un groupe indien. Vous avez d'autres acteurs comme les Égyptiens d'Orascom, qui sont un peu plus sur quelques pays. Vous avez encore un peu Vodafone. Mais en effet, le paysage télécommunication est en train ou s'est structuré autour de quelques grands groupes qui ont tous leur propre histoire. Hein. Et donc, c'est une combinaison de stratégie d'entreprise, de dirigeants, qualité de leurs dirigeants et soutien des États qui étaient derrière. Oui. Donc il faut dire quand même qu'il y a une certaine volonté politique, parce que quand je regarde ici, écoutez, vous me permettez, je regarde donc mon téléphone, on voit bien qu'au Mali, avec Malitel par exemple, c'est Maroc Télécom qui est la société mère. Niger, c'est également... ici, on a l'État nigérien qui est donc actionnaire majoritaire. Onatel, on est plutôt au Burkina Faso, à Ouagadougou, donc une société anonyme où on a quand même à nouveau Maroc Télécom depuis 2006, qui est donc la société mère. Et je retourne à nouveau au Bénin, parce qu'on ne s'est jamais parlé des pays africains, ça parlait du Bénin. Je vois malheureusement ici qu'il y a Bénin Télécom SA. Et je pense que Bénin Télécom SA, parce que vous avez, on en a parlé un peu, n'est plus la société attitrée de l'État béninois. Mais quand on tape Bénin Télécom, quand on veut parler de télécommunications au Bénin, on tombe sur Bénin Télécom SA, qui est actuellement d'ailleurs ouvert à Abomey-Calavi, Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal que quand on veut parler d'entreprise de télécommunications d'un pays, qu'on tombe encore sur ça? Ça, c'est un petit... Oui, je crois que c'est bon. Premièrement, c'est un bon exemple de ce qui est arrivé à un certain nombre de sociétés qui n'ont pas survécu à la concurrence et aux exigences et nouvelles exigences du marché, et où l'État s'est retrouvé avec une société défaillante sur les bras. À mon avis, oui. Alors certains États essayent de les sauver, de les établir. Vous avez, juste donner un exemple, un pays comme l'Angola, où l'État essaye quand même de sauver son opérateur avec plus ou moins de succès ou de bonheur. L'État béninois a décidé de jeter l'éponge, donc ils ont dissous leur opérateur et ils vendent par petits morceaux les actifs qu'ils peuvent encore récupérer, et ils ont le projet peut-être de privatiser des restes d'opérateurs, mais je ne sais pas exactement où ça en est. Mais en effet,
qu'une société qui n'existe plus, qui est liquidée, ait encore son site web et que personne ne se prenne la peine de débrancher ce site web est assez étrange, oui. Alors, en effet, là, il y a une espèce de manquement de l'État béninois, puisqu'il était le propriétaire de cet État, de ne pas débrancher ce site qui donne en effet une image assez déplorable du pays. Oui, oui, parce que là, depuis 2017, le pouvoir de Patrice Talon a quand même dissous cette société qui était complètement aux abois, ça c'est clair, il faut le reconnaître, avec moins de 30 000 abonnés pour l'opérateur national, donc c'est un peu l'équivalent d'un Proximus ici qui avait quasiment rien au sein des citoyens. Et alors, quand on tape les télécoms, société d'État, on tombe encore sur ce site qui est ouvert via Google. Donc, il y a un petit problème de manque, on va dire. Quelqu'un a oublié de tirer la prise. De tirer la prise et du coup, c'est toujours disponible. Peut-être que suite à cette émission, quelqu'un va dire où est-ce que ça se trouve. Mais est-ce que ça peut jouer sur… Je veux dire, c'est une question peut-être qu'on se poserait autour d'un café, pas sur un plateau de télévision, mais je trouve parfois que mieux vous poser ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut empêcher, par exemple, un investisseur dans les télécoms de venir au Bénin? Parce que oui, voilà, je veux savoir ce qui se passe au Bénin ou au Mali ou ailleurs dans les télécoms. Je veux investir, je tombe encore sur Bénin Télécom SA, qui n'existe plus depuis 2017 officiellement. Alors, je crois qu'un investisseur va regarder au-delà de cette image. C'est sûr, si je crois que c'est peut-être indicatif de l'état où se trouve le projet de privatisation de Bénin ou des restes de Bénin Télécom. Donc si vous êtes intéressé dans ces dossiers de privatisation et que vous voyez que des morts vivants comme ça, des zombies, des sites zombies existent encore, qui sont encore en PHP. Vous devez vous dire, probablement, ce processus de privatisation n'est peut-être pas mené avec tout le professionnalisme nécessaire pour vraiment attirer des investisseurs. Et d'ailleurs, si vous googlez un peu là-dessus, vous trouvez très peu d'informations. Donc, je crois que c'est indicatif de l'état de ce dossier particulier. Maintenant, un investisseur qui voudrait aller au Bénin, je crois qu'il va regarder, en effet, qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure là-bas. Et il va vite tomber sur les opérateurs qui sont bien vivants, qui ont une présence. Comme MTN, comme Etisalat, comme Move. Comme tout le reste. Comme Move qui appartient maintenant à Maroc Télécom. Aussi. Voilà, donc Maroc Télécom a racheté Move de Etisalat. Et d'ailleurs, Etisalat est aujourd'hui l'actionnaire principal de Maroc Télécom. Donc ils sont autant des Émirats arabes unis que du Maroc, puisque le gouvernement marocain n'a plus que 22% dans Maroc Télécom. Donc il y a la marque Maroc Télécom, mais l'actionnariat vient du Moyen-Orient. Voilà, et il peut être ailleurs. Demain, Etisalat peut décider de vendre sa participation à un fonds private equity américain. Ça, on rentre dans le monde de la finance internationale. Donc, aujourd'hui, dire que quelque chose dans ce domaine-là porte la nationalité d'un pays est de plus en plus difficile. On a l'impression parfois que les choses n'avancent pas sur le continent, mais bon, ça avance, mais les infrastructures ne suivent pas forcément. Parfois oui, parfois non. Il y a aussi la volonté politique qui doit accompagner parce qu'évidemment, les priorités sont d'abord peut-être l'éducation, l'énergie, comme vous le dites, mais finalement, on se rend compte que les enjeux sont tous interconnectés. Donc du coup, on ne sait plus parler maintenant de numérique sans parler d'électricité, sans parler d'énergie, sans parler d'eau potable. Et du coup, ça me donne envie de vous réinviter sur ce plateau pour pas rester en Afrique subsaharienne, donc on va dire en Afrique de l'Ouest, mais on va rebondir vers l'Afrique centrale où il y a quand même aussi des choses qui se font. Et on va parler des deux Congos, comme le Rwanda qui a déjà lancé quelques satellites pour permettre à des écoles reculées de son territoire d'avoir accès directement via satellite à Internet. On va un peu essayer de décortiquer cette vision-là et de voir un peu vers où on va. Est-ce que c'est quelque chose qui… Parfait. Oui. Ah ben Parfait. voilà. Avec grand plaisir. Ah ben donc on parlera du Congo Brazza la prochaine fois. Nouvelle vision digitale. Merci en tout cas pour toutes ces informations et ces réponses à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, comme on a dit, très prochainement sur une nouvelle vision digitale de l'Afrique centrale et on se basera et on posera nos valises désormais donc, sur les tarmacs des deux Congos, Congo Brazza et Congo Kinshasa. À bientôt.
prochaine.